dernier d'entrée. Nous sommes une cinquantaine de participants à ce petit webinaire que nous avons préparé à votre attention, centré principalement sur les travaux des différents ORCES. On peut se demander pour quelles raisons on a voulu mettre en place ce webinaire. Bien, la réflexion a débuté finalement sur base des travaux des modifications des rythmes scolaires. Ces nouveaux rythmes scolaires ont eu comme conséquence la modification de différents calendriers de différentes opérations, notamment des opérations CES, ce qui nous a amené à devoir modifier le règlement d'ordre intérieur des ORCES, qui est décidé en commission paritaire. Et donc, en commission paritaire, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises avec les organisations syndicales et on en a profité pour discuter tout à fait franchement de ce qui allait, de ce qui n'allait pas dans les ORCES, et notamment des transmissions de documents, des bonnes relations entre les différents participants, comment collaborer entre la présidence et le secrétariat. Bref, ça a amené à des discussions très constructives qui ont débouché, pas plus tard qu'hier, sur la rédaction d'un nouveau règlement d'ordre intérieur des ORCES. On en reparlera par la suite. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est qu'en étant depuis bien des années en commission centrale de gestion des emplois, on remarque que les travaux prennent parfois beaucoup de temps, que nous attaquons à des désignations qui deviennent finalement inutiles et qui sont soumises à tellement de recours que voilà, on se rend compte que les travaux en commission centrale, mais je suis certain qu'au niveau de la commission zonale, ça doit être un peu la même chose. On travaille parfois dans la difficulté, dans l'imprécision et parfois dans le vide. Et donc, il était intéressant d'avoir aussi peut-être une réflexion à ce niveau-là pour voir comment améliorer les interventions de chacun. Et les premières interventions, évidemment, sont des interventions de chaque pouvoir organisateur pour essayer de rendre les travaux des différentes commissions beaucoup plus faciles, beaucoup plus efficaces. Et puis, tous ces questionnements-là, on les évoque entre nous ici en staff et la présence parmi nous de différentes directions en place qui ont participé aux travaux des ORCES et notamment ici avec Marie-Agnès Poncelet, qui est arrivée il y a un an parmi nous. Ça nourrit la réflexion parce que nous avons enfin des réflexions, des réactions du terrain. Et voilà, donc ce sont ces trois raisons qui en fait nous ont un petit peu poussé à nous réunir et à se dire qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place pour aider non seulement les ORCES, mais aussi aider finalement tout le monde dans le cadre des différents travaux des ORCES. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui avec vous, avec le rappel de la réglementation, parce qu'il y a des textes, il y a des choses qui sont obligatoires, qui sont officielles, et ce que nous avons appelé peut-être des bonnes pratiques, des suggestions que l'on peut faire, soit au pouvoir organisateur, et on englobe là évidemment les secrétariats d'école, mais aussi les différentes personnes qui pourraient nous représenter, vous représenter au niveau des ORCES. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais partager l'écran maintenant avec le diaporama qu'on va vous présenter. Il est chez vous? OK. Voilà, donc le sommaire de notre webinaire. Donc d'abord, rappeler les règles de l'ORCES, la composition, la présidence, des choses comme ça, le secrétariat, le ROI. Ensuite, nous allons aborder le calendrier annuel de l'ORCES, voir comment est-ce qu'il est défini, quels sont les grands travaux qui doivent être tenus et à quel moment. Et enfin, encore deux éléments, la préparation en école avant les ORCES. Donc ça concerne vraiment toutes les directions. Et puis alors, les travaux en ORCES, où il y a deux grandes parties, les priorités CES et les réaffectations. Donc ça va être l'objet de notre webinaire. Alors, Dani va commencer au point de départ par l'ORCES. Comme je vous l'ai dit, il y a des lois qu'il faut respecter et puis il y a des bonnes attitudes à avoir. Le postulat de départ, c'est qu'il faut respecter... Ton micro, Dani. Donc, il y a d'une part les deux grands
base légale pour les travaux de l'ORCES, c'est le statut, le décret du 1er février 1993, qui traite notamment donc, des priorités CES et le 29 quater qui les met dans le bon ordre. On n'entend pas. On n'entend pas? On n'entend pas, effectivement. Est-ce que c'est mieux ainsi? Beaucoup mieux. Voilà, donc je disais, postulat de départ, pour ceux qui n'ont pas entendu, respecter le prescrit légal. La loi pour les travaux des ORCES, c'est d'abord le statut pour tout ce qui concerne les priorités à l'engagement temporaire CES, dans le cadre de l'article 29 quater. Et pour tout ce qui touche à la réaffectation, le prescrit légal, c'est bien entendu l'arrêté du gouvernement du 28 août 1995, éclairé par différentes circulaires, les deux thématiques étant évidemment aussi traitées dans des communications fédérations que vous connaissez certainement et on aura l'occasion de les reciter par la suite. Le prescrit légal, c'est une chose, et puis à côté de ça, comme on l'a dit, il y a des bonnes pratiques. Et pour pouvoir travailler sereinement, honnêtement, efficacement, il faut vraiment avoir toutes les données en main, que ce soit ici, on parle des ORCES, mais les commissions zonales et centrales, par la suite, c'est la même chose. Pour pouvoir bien travailler, il faut avoir vraiment toutes les données en main, et les données, elles viennent de chacune des écoles. Donc là, je crois qu'on ne peut encore qu'insister une fois encore sur le fait que dans chaque déclaration de mise en dispo d'emplois vacants, mais aussi les déclarations d'intention, je vais organiser ceci ou je vais fermer ceci. On sait qu'en début d'année, c'est toujours assez compliqué dans certaines écoles. Les rentrées ne sont jamais très claires dès le départ. On est parfois on a du mal à gérer son NTPP dès les premiers jours de la rentrée scolaire, mais il faut quand même essayer d'être le plus précis possible et, comme on l'a mis dans la DIA, le plus honnête possible pour ne pas tromper les collègues sur ses propres intentions. Je sais que j'aurai quelqu'un en dispo, je suis certain que je ne sais pas le reprendre, ou bien là, je suis certain que je vais pouvoir le réengager, et donc je ne le mets pas en disponibilité, je ne le mets pas sur le marché du CES. Voilà. On sait que c'est parfois difficile, mais essayons de faire le mieux possible chaque fois. Postulat de départ. Alors, l'ORCES est composé finalement de représentants à la fois des pouvoirs organisateurs. Il y a 6 représentants des pouvoirs organisateurs et 6 représentants des membres du personnel, donc des organisations syndicales. Dans le nouveau règlement d'ordre intérieur de l'ORCES, il a été convenu, c'est un engagement des deux bancs, de s'informer mutuellement des compositions exactes de chaque représentant de chaque ORCES. Donc les syndicats nous ont promis que pour début juin, nous aurions ici au CEGEC la liste de leurs représentants dans chaque ORCES, et nous, en échange, on leur a également promis la même chose en retour, de telle sorte qu'on puisse vraiment savoir dès le mois de juin, en tout cas au plus tard la fin de l'année scolaire, qui travaille avec qui au niveau donc, de cette instance. Et alors, à ce sujet-là, ma collègue Catherine Rasson et moi-même, nous allons contacter les différents présidents de conseil, les différents présidents d'ORCES, afin justement qu'ils nous transmettent la composition de l'ORCES pour l'année scolaire prochaine. Donc, durant la semaine prochaine, vous recevrez un mail vous demandant justement la liste des représentants des PO pour les ORCES l'année scolaire prochaine. Alors, au niveau de la composition des ORCES, lors de notre rencontre avec les directeurs de chaque diocèse qui ont réfléchi avec nous sur le webinaire que nous vous présentons, on avait différentes bonnes pratiques pour la composition. Étant donné que tous les établissements ne sont pas représentés au sein de l'ORCES, nous pensions qu'il était intéressant d'essayer d'avoir une direction et ou un membre de la délégation syndicale par école. Ainsi, quand on parle d'une réalité d'école, il y a toujours un représentant par école.
Également, avoir peut-être dans les 6 représentants PO une école spécialisée ainsi qu'une école organisant de l'alternance. Donc, ce sont chaque fois des choses tellement spécifiques que c'est bien d'avoir des représentants qui puissent expliquer, ne fût-ce que les documents ELD-NTA en possession des ORCES. Et enfin, dans certaines ORCES, c'était une idée qui était, enfin, c'était une réalité, et ça pouvait être très intéressant d'inviter un secrétaire de direction en tant qu'expert afin d'aider pour la lecture des ELD-NTA. Parfois, c'est tellement spécifique, et donc c'est une idée qui est venue de se dire, mais pourquoi pas inviter un secrétaire de direction ou une secrétaire, bien évidemment, donc un secrétariat de direction pour aider la lecture des ELD-NTA. Alors, l'ORCES est présidé par un représentant des pouvoirs organisateurs, donc généralement par une direction d'école, puisque ce sont plus souvent les directions qui viennent en tant que représentants des pouvoirs organisateurs. Et ce président, cette présidente, est désigné au sein donc, de la délégation des pouvoirs organisateurs, tandis que le secrétariat est confié à un représentant des organisations syndicales. Dans le nouveau règlement d'ordre intérieur, on prévoit que la durée du mandat est de 1 an renouvelable à partir du 1er juin. Auparavant, on travaillait par année civile, ça n'avait pas beaucoup de sens. Alors, le rôle du président, donc le président, c'est ça que je dois dire ou non? Oui, j'ai oublié que non. Donc, oui, juste la bonne pratique. Oui, c'est ça, donc les bonnes pratiques, excusez-moi. Donc, on entre dans l'ORCES comme mandataire et donc, il n'est donc pas souhaité d'être désigné à la présidence avant d'avoir acquis une certaine expertise. Dans le sens où, à nouveau, c'est un mode de fonctionnement, enfin, je veux dire, c'est particulier, il faut quand même une certaine connaissance des rouages, des réaffectations. Et donc, désigner une nouvelle direction à la présidence, on pense que ce n'est pas souhaitable et que justement, c'est un travail très technique, mais il faut acquérir une certaine expérience, une certaine expertise avant sans doute d'être désigné à la présidence pour le travail collectif et l'intérêt commun des ORCES. Alors, le rôle du président et de la secrétaire. Donc, le président met tout en œuvre pour le bon fonctionnement de l'ORCES, pour que le bon fonctionnement de l'ORCES soit assuré en bonne collaboration avec le secrétaire dans le respect de chacun des partenaires. C'est repris tel quel dans le ROI des ORCES. Il veille à ce que l'ordre du jour des travaux de l'ORCES soit respecté. Il prévoit le local, l'infrastructure, les moyens techniques nécessaires aux travaux. Le secrétaire, dans le ROI, il est indiqué, le secrétaire dresse le procès-verbal des réunions. Entre nous, on s'est posé la question, que mettre dans les rapports des ORCES? Et donc, à minima, et ça c'était Dany qui disait, enfin je veux dire, ce sont des éléments qui peuvent intervenir dans la suite des travaux où c'est intéressant d'avoir ces informations-là. Donc, ce dernier doit comprendre à minima les personnes présentes et excusées. Au niveau des priorités, donc une partie du travail des ORCES, un tableau reprenant les prioritaires et les désignations effectuées par l'ORCES ou les motifs des non-désignations. Et au niveau des réaffectations, les heures retrouvées par l'ORCES pour les membres du personnel et les membres du personnel pour lesquels il reste des heures à pourvoir ou, le cas échéant, un commentaire. L'objectif est toujours de se dire il n'y a que 6 directions présentes en ORCES. Je suis une direction n'ayant pas assisté aux travaux de l'ORCES ou je suis PO. Quelles sont les informations que je souhaite recevoir n'étant pas à la réunion? Donc, c'est de ce point de vue-là qu'on a pensé que c'était des éléments qui devaient, à minima, se trouver dans le rapport. Il est évident que ces rapports par après sont transmis au niveau de la zone et éventuellement au niveau de la commission centrale et que c'est souvent très utile de pouvoir avoir une bonne information sur un dossier. A-t-il été traité? Comment? Pour quelles raisons on a fait ceci ou on n'a pas fait cela? Donc c'est vraiment toujours très utile d'avoir une trace écrite. Comme je vous l'ai dit, on a revu le règlement d'ordre intérieur de l'ORCES avec les syndicats. C'était l'occasion aussi pour chacun de dire ce qui allait et ce qui n'allait pas au niveau des ORCES. Alors, on ne peut pas généraliser, ça va bien partout, ça va mal partout. Non, il y a des endroits où on travaille différemment que dans d'autres endroits. Mais ce qu'on a vraiment voulu, je pense, autour de la table, c'était d'abord ne pas s'opposer, c'est s'écouter et essayer d'arriver à quelque chose de constructif. Il faut vraiment que
au niveau donc, de l'ORCES, on puisse travailler main dans la main. Le président, la présidente, avec son secrétariat, doivent essayer de travailler vraiment en bon binôme pour que ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui doivent faire les fusions de tableaux, mais il ne faut pas dire au secrétaire, c'est à toi à le faire, parce que le secrétariat va dire non, il est marqué que c'est le président, et voilà. Donc, il faut vraiment essayer d'agir en bonne collaboration, présidence, secrétariat, avoir les bons documents, les bonnes fusions de fichiers qu'il faut transmettre avec les convocations, comme ça, chacun a l'occasion de prendre connaissance des informations avant la réunion. Quand on arrive à la réunion, on ne découvre pas les choses. Certains qui n'auront pas pris le temps, peut-être, mais on ne découvre pas les choses et on avance de façon beaucoup plus efficace. Les contrôles peuvent se faire avant, pendant la réunion. Donc voilà, c'est vraiment ce à quoi on s'est engagé dans les petites modifications du règlement d'ordre intérieur, donc qui a été approuvé, je vous l'ai dit hier, par les deux commissions paritaires, parce qu'il faut savoir qu'il y a une commission paritaire de l'enseignement secondaire qui ne vise que l'enseignement ordinaire et une commission paritaire pour l'enseignement spécialisé, qui pour la petite histoire s'appelle toujours commission paritaire du spécial. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont dans les deux commissions paritaires, donc on a pu approuver tout en même temps. Donc on aura l'occasion de le diffuser dès qu'il aura été officiellement de retour du secrétariat de la commission. Alors, on en arrive au calendrier annuel de l'ORCES. Donc, il y a, on l'a dit, deux grandes thématiques à gérer au niveau de l'ORCES. Premièrement, ce sont les priorités à l'engagement temporaire et deuxièmement, les réaffectations. Pour les priorités à l'engagement temporaire, je suppose que vous aurez lu avec grande attention le Flash BI qui est paru il y a 3 semaines à peu près et qui a été repris dans le bulletin d'information de la FEDE qui est parti hier, donc à savoir les nouveautés statutaires sur les délais d'introduction des candidatures. Ici, on parle donc pour les priorités à l'engagement temporaire, que ce soit PO ou CES. Donc, les fameuses listes de priorités restent décidées, arrêtées le 30 avril. Elles sont affichées, ça n'a pas changé, le premier jour ouvrable qui suit dans chaque établissement. Le premier jour ouvrable qui suit le 30 avril cette année-ci, ce sera le lundi 15 mai. Mais la date du 15 mai, qui était aussi initialement prévue pour rentrer les candidatures, elle a été postposée au 29 mai. Et cette date du 29 mai, ce sera la date pour toutes les années à venir, quel que soit le moment où tombent les fameuses vacances de printemps. Donc, pour le 29 mai, chaque candidat qui estime être prioritaire à la fois au sein du PO ou du CES doit introduire sa candidature. Le calendrier n'a pas changé pour les travaux. Le statut dit toujours du 16 août au 5 septembre, les directions peuvent déjà débuter les travaux de désignation des prioritaires CES. Mais, et ça c'est repris dans le nouveau règlement d'ordre intérieur de l'ORCES, ce n'est qu'à partir du premier jour de la rentrée scolaire que l'ORCES peut officiellement se réunir et entériner les désignations qui auraient éventuellement déjà été pensées par les représentants des pouvoirs organisateurs entre le 16 août et la rentrée scolaire. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est les ajustements éventuels qui s'appliquent toujours pendant la période du 1er au 15 octobre. Donc ça, c'est le calendrier pour les opérations statutaires priorité CES. Pour la réaffectation, les travaux de réaffectation vont débuter également à partir du premier jour de la rentrée scolaire. Donc là, c'était un souhait légitime, même si peut-être on peut le regretter, mais des syndicats en disant nous ne pouvons pas travailler pendant les vacances scolaires. Donc, vous, les PO, vous pouvez travailler, vous pouvez faire des propositions, mais elles seront entérinées au niveau d'une réunion de l'ORCES qui ne pourra pas se tenir avant la rentrée scolaire.
N'oublions pas qu'il est prévu également dans le règlement d'ordre intérieur de l'ORCES qu'il est prévu la tenue d'une assemblée générale annuelle. Et là, nous n'avons pas spécialement de conseils à donner sur le timing ou l'ordre du jour. Je crois que c'est à vous de voir un peu ce qui est utile de faire. Ça, c'est le calendrier de l'ORCES qui peut débuter, comme on l'a vu, au mois d'octobre, mais il faut savoir qu'il y a toute une série de travaux préparatoires qui peuvent être mis en place, notamment au niveau de chaque pouvoir organisateur. Les ORCES n'inventent rien, les ORCES travaillent sur base des renseignements fournis par chaque pouvoir organisateur. Donc, il est essentiel que tout soit mis en œuvre dans chaque pouvoir organisateur, par chaque direction, par chaque secrétariat des écoles, pour que les renseignements qui vont être transmis à l'ORCES soient les plus justes possibles, arrivent dans des délais raisonnables et, je rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure, en toute honnêteté aussi. Voilà. Alors maintenant, on va passer au document ELD-NTA. Donc, la circulaire est importante, mais les annexes le sont encore plus. Nous rappelons que pour chaque document à rédiger et compléter, un manuel explicatif se trouve dans la circulaire. Donc, les annexes de la circulaire sont vraiment très importantes. Et à nouveau, pour chaque case des tableaux à compléter, l'explication du contenu de la case se trouve dans les annexes. Donc, il faut vraiment penser à aller voir et les annexes et les différents onglets dans chaque document. Alors, le document ELD-NTA, comment le lire? Donc, je l'ouvre. Voilà. Donc, c'est le document que j'ai repris dans les annexes en tant que tel. Alors, vous le voyez apparaître, non? Vous ne le voyez pas apparaître? Donc, alors, j'arrête le partage et j'ouvre le partage comme ceci, alors. Voilà, comme ça, vous le voyez apparaître. Voilà, OK. Voilà. Donc, le document ELD-NTA, vous voyez, c'est la version 22-23 qui se trouve ici. Donc, bien vérifier que l'ancienneté de service se trouve dedans. Si ce n'est pas encodé directement à partir de Proeco, ne pas oublier de l'encoder. Ça va? Donc, c'est un élément important, l'ancienneté de service. Alors, vous voyez que maintenant, depuis cette année-ci, il y a eu des fractions différentes. Donc, on demande bien par intitulé de fonction la fraction de charge totale par fonction d'engagement à titre définitif dans le PO et par établissement. Donc, j'ai repris deux exemples, CG francs CDI 20 22e, CG francs CDS 2 20e. Donc, bien reprendre la charge définitive de l'enseignant. Les titres de capacité, y compris l'expérience utile et sa spécificité. Donc, bien vérifier que tous les titres de capacité sont bien inscrits. Si ce n'est pas le cas, les compléter et surtout bien les encoder dans Proeco pour qu'ils apparaissent automatiquement l'année scolaire suivante. Donc, ça, automatiquement, ça peut apparaître automatiquement si ça a bien été encodé au bon endroit dans Proeco. Alors, vous voyez également qu'il faut encoder les fonctions d'engagement à titre définitif. Dany m'a bien dit que ce n'était pas à titre requis ou titre suffisant, mais à titre définitif, enseigné pendant 6 mois consécutifs, au moins au cours des 5 années scolaires précédentes, la plus récente mise en disponibilité. À nouveau, pour les travaux de la réaffectation, on y viendra plus loin dans le document. Ce sont des éléments que l'ORCES doit avoir. Donc tout ça, on est bien dans les travaux préalables à l'ORCES. Ce sont des choses que les écoles doivent regarder pour que les documents ELD-NTA soient bien complétés. Alors, le document, il y a différents aspects. La première partie, c'est la lettre A. Ce sont les attributions du membre du personnel à la fin de l'année scolaire précédant la présente mise en disponibilité. Donc, c'est donc les tableaux correspondant à l'année scolaire précédente. Pas au 1er octobre, mais bien à la fin de l'année scolaire. Il suffit qu'il puisse, en cours d'année, le membre du personnel a une augmentation de charges définitives, etc. Enfin, je veux dire qu'il y a toutes des possibilités qui peuvent être apparues en cours d'année, et donc c'est bien en fin d'année scolaire. Donc, on doit reprendre ce qui se trouve sur le S12, le dernier S12, à savoir les codes fonctions et les intitulés de fonctions. Ceci se complète automatiquement à partir de Proeco. Ça va? Il y a juste que si le S12 a de trop nombreuses lignes, il faudra sans doute ajouter des lignes au tableau pour que toutes les informations soient bien reprises.
Donc, c'est un détail, mais pour certains membres du personnel, il y a plus que 6 ou 7 lignes. Donc, bien vérifier à ça. Il suffit, c'est un tableau Excel, il suffit de rajouter des lignes tout simplement. Alors, la deuxième partie, toujours du cadre 1, c'est autre établissement. Donc ça ne se complète pas automatiquement à partir de Proeco. Donc, il faut penser à compléter ce cadre-là. Si le membre du personnel a une charge dans un autre établissement, un CFA, ou y compris dans le cas d'une reconduction de réaffectation, remise au travail dans un autre établissement. Donc, tout ça, il faut bien penser à le compléter. Si on l'a fait pour l'année scolaire précédente, l'intitulé B reprend les attributions actuelles. Donc, c'est exactement la même logique. Le cadre B1, c'est à compléter comme pour les cadres A, mais pour l'année scolaire en cours, à augmenter le tableau si nécessaire. On a toujours les autres établissements qui interviennent pour cette année scolaire-ci. Et puis, on arrive à la lettre C, où en fait, ça donne des indications pour les travaux de l'ORCES. La case doit toujours être complétée. Par néant, si le membre du personnel a retrouvé l'équivalent de sa charge définitive antérieure, donc c'est ce qu'on appelle dans les ORCES à certains endroits les cas zéro, à ce moment-là, il faut indiquer néant, ou alors par le nombre d'heures restant attribuées par l'ORCES pour retrouver l'équivalent de sa charge définitive antérieure. Donc, c'est un cadre important pour signifier et aux membres du personnel et à l'ORCES les réaffectations à effectuer. Alors, ici, je le reprendrai après dans les points d'attention, mais donc, c'est la partie où le membre du personnel va indiquer qu'il a pris connaissance du document. Donc, le membre du personnel doit cocher les différentes cases adéquates. Donc, peut-être que c'est important que le secrétaire de direction prenne le temps de bien lui expliquer les différentes cases et l'importance de ce qu'il doit cocher. Attention de ne pas pré-cocher les cases. Donc, certains secrétaires de direction se disaient automatiquement, je coche ça, c'est important, comme ça, ce sera bien coché. Non, c'est la responsabilité du membre du personnel de bien lire et de bien cocher ce qu'il entend. Vous voyez qu'il y a la case « à des réserves à mentionner ». C'est important que le membre du personnel se rende compte qu'il doit signer le courrier, donc son document ELD-NTA, et s'il a des remarques, il les indique dans les lignes correspondantes, ou il met tout simplement une page annexe, mais le document doit être signé pour bien faire prendre conscience que le document est bien rempli, ou le membre du personnel émet des réserves, et elles sont reprises en tant que telles. Donc ça, c'est le document ELD-NTA. Alors, donc, dans les points d'attention de mon diaporama, j'y reviendrai par après. Donc, le document doit être signé, ne pas les précocher. Bien faire attention aux dénominateurs par fonction. Alors, voilà, donc tout ça, je l'ai dit. Alors, je reviens à mon diaporama maintenant. Donc, je refais un partage du diaporama. Mais je suis plus loin, donc je descends. Je suis à la dia 19. J'ai chaque fois les personnes qui viennent là. Voilà. Comment lire les points d'attention. Que joindre avec le LDNTA. Donc, pour les travaux de l'ORCES, il faut remettre le LDNTA par membre du personnel mis en perte partielle de charge ou mis en disponibilité. Il faut joindre le S12 du membre du personnel du dernier jour de l'année scolaire précédente et de l'année en cours, c'est-à-dire ce qui correspond au cadre A et au cadre B. Et également les S12 des membres du personnel prestant dans d'autres établissements, y compris au sein du même PO et du CFA. Donc ça correspond à la deuxième partie du cadre, des cadres A aux établissements et des cadres B autres établissements. Donc pour que tout simplement en ORCES ou en CZGE ou en commission centrale, tous les documents qui sont repris, les informations qui sont reprises dans le ELD-NTA puissent être vérifiées par rapport aux documents de référence. Attention, pour être valide, il est bien noté dans la circulaire. Le document doit être dûment complété et signé par les différentes parties concernées. La notification individuelle doit être obligatoirement datée et signée par le membre du personnel avant son envoi. À défaut, la subvention traitement d'attente ne pourra lui être octroyée puisque cette dernière doit être demandée.
Donc, à nouveau, c'est bien repris dans la circulaire, c'est bien repris à l'article 7. On sait que parfois, ça pose problème pour les membres du personnel qui sont en congé de maladie longue durée, qui sont en congé pour mission ou à l'étranger, des choses comme ça. Mais nous rappelons que c'est bien une obligation de faire signer le document ELDNTA par le membre du personnel. OK. Alors, on passe maintenant, c'est toujours moi, je pense. Oui, tous ces aspects-là, c'est moi. Donc, je passe au fichier mise en dispo. Alors, comment le lire? Alors, je suppose que vous en avez déjà tous vu un, parce que, enfin, je veux dire, je reprends un autre fichier pour le montrer. Dany me fait signe que oui, donc j'arrête le partage parce qu'on ne sait pas le faire pour le revoir. Je l'ai ici. Je les avais ouverts, donc il n'y a pas de souci du tout. Donc, partager le fichier. Je reprends Fusion Reces mise en dispo. Il apparaît, vous le voyez. Voilà. Donc, je ne sais pas comment retirer ça. Ah, voilà, voilà. Et donc, le tableau se compose de deux parties. Et vous voyez bien que dans le tableau, il est bien noté. Vous voyez, vous avez la ligne correspondante à la ligne 34. Donc, de la colonne 1 à la colonne 34, on a des informations concernant le membre du personnel. D'abord l'établissement, et puis vous voyez nom et prénom du membre du personnel, le matricule, ces informations. Tout ça, ce n'est pas important, mais c'est surtout... Donc, vous voyez l'ancienneté de service, mais tout ça, ça se calcule automatiquement à partir de ProEco. Vous voyez les titres de capacité, donc c'est comme ça que ça doit être repris également sur le document et tout viendra se mettre automatiquement. La première partie du tableau jusqu'à la colonne 34 reprend le numérateur de la charge initiale dans l'établissement, le dénominateur fonction par fonction, ça va, et le numérateur de la charge perdue. Exemple, je suis nommé 20/20e en CG franc CDI, ça pourrait être 20/20e en CG franc CDS, et je suis mis en dispo pour 4/20e en CG franc CDS. Ça va, donc ce sera 20/20e, 4/20e, correspondant à CG français DS. Donc ça, c'est vraiment la partie perte partielle de charge pour le membre du personnel. Et à partir de la colonne 34, ce sont les réaffectations en PO qui viennent se faire automatiquement, ou alors il y aura des lignes blanches qui vont apparaître et ce sera le travail de l'ORCES de réaffecter dans le tableau, mais ça on y viendra ultérieurement. Donc ça, donc je dis bien, donc les colonnes 35 à 53, ce sont les informations que le membre du personnel a éventuellement retrouvées, où on va reprendre l'établissement concerné et on va reprendre le numérateur et le dénominateur de la charge retrouvée dans l'établissement concerné. Et vous voyez qu'ici derrière, on va avoir le numérateur de la charge encore à pourvoir avec le dénominateur. Je reprends mon exemple, 20/20e de nomination DS, il était mis en dispo 4/20e. Ici, si on lui retrouve 4/20e, je vais avoir 0 restant à pourvoir. S'il ne retrouve que 2/20e, on va avoir 2/20e numérateur de charge restant à pourvoir et c'est ça qui va devoir se traiter en ORCES. Ça va? Alors, je reviens à mon diaporama ici. Voilà, il arrive, ça va? Je jongle avec. Voilà. Alors, point d'attention en matière d'encodage. Si aucune mise en disponibilité n'est à déclarer, il faut introduire le numéro phase suivant la mention néant. Alors, je parle bien si aucune mise en disponibilité n'est à déclarer pour un établissement. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important? L'administration qui va faire la synthèse de tous les fichiers veut savoir que ce n'est pas un oubli qu'un établissement n'aurait pas rentré de dossier de mise en disponibilité, que tout simplement, il n'y a pas de mise en disponibilité dans l'établissement en tant que tel. Donc ça, c'est un point particulier. Alors, lorsque plusieurs lignes sont encodées pour un même membre du personnel, toutes les données le concernant doivent être reproduites à chaque ligne. Donc, en fait, le tableau, il doit être complété. Il ne faut jamais de partie vide, ni dans la partie de gauche, ni dans la partie de droite. La charge initiale doit être correctement indiquée, les cellules distinctes pour le numérateur et le dénominateur. Comme je vous ai bien indiqué, pour que ça soit très clair, la charge initiale, exemple 20/20e, la charge perdue, 4/20e. Si on met 20/20e, c'est une mise en dispo totale, mais c'est important de vraiment bien se rendre compte qu'il y a d'abord la charge initiale et la charge de perte. Et enfin, l'ancienneté de service globale doit être indiquée en nombre de jours
Vérifiez donc que le nombre de jours indiqué n'est pas fantaisiste, exemple 60 000 jours. Et Dani insistait, ça c'est toi qui insistais, l'ancienneté de service est bien différente de l'ancienneté de PO et de l'ancienneté de fonction, mais c'est bien l'ancienneté de service global qui doit être indiquée. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est vrai que ça sert principalement à titre indicatif, puisque ce n'est peut-être pas nécessairement l'ancienneté de service qui va déterminer les réaffectations en tant que telles, mais ça donne une idée quand même de l'ancienneté d'un membre du personnel. Alors, comme je vous ai indiqué, je n'ai plus rien dans le diaporama. Voilà. J'ai eu 2 dias qui sont partis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lorsque le PO a retrouvé des heures pour un membre du personnel, comme je vous expliquais, ou que le membre du personnel est en reconduction de réaffectation et ou de remise au travail, ou si le membre du personnel a retrouvé d'initiative des heures, les colonnes relatives à la désignation doivent être complétées. Et donc, on marquera à droite, hors cesse, initiative, reconduction PO, des choses comme ça. Si le membre du personnel a pris un congé, une absence ou une disponibilité où il se retrouve en position d'activité de service, complétez le fichier avec les données relatives à la réaffectation, la remise au travail et ou le rappel provisoire en service du membre du personnel. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? C'est se rendre compte que si un membre du personnel est reconduit dans un autre établissement, le membre du personnel, il était définitif chez vous. C'est donc vous qui devez compléter la partie de droite quand c'est une reconduction, parce que ce n'est pas l'école, l'établissement où il y a une reconduction d'une réaffectation qui va pouvoir compléter le document. Donc, c'est toujours bien l'établissement qui a le membre du personnel définitif qui doit compléter la partie de droite quand il y a une reconduction. D'accord? Donc, il faut faire attention à cet élément-là. Et quand ce sont des reconductions ou des réaffectations où il y a dans un emploi temporairement vacant, donc on sait bien en remplacement d'un autre membre du personnel, ne pas oublier d'encoder la date de fin à la colonne 51. Ça, c'est important. L'administration est attentive à cet élément et plus particulièrement si le congé ne couvre pas toute l'année scolaire. Je voudrais bien insister sur 2 petites choses. C'est vrai qu'un membre du personnel qui dit « je suis en disponibilité ou en perte partielle de charge », ça m'arrange bien, je ne veux pas travailler, il y a la possibilité de demander une suspension du traitement d'attente pour tout ou partie des heures qu'il a perdues, mais il peut également aussi solliciter un congé. Congé, prestation réduite, absence, disponibilité, que sais-je, congé qui existait peut-être déjà avant qu'il ne soit lui-même mis en disponibilité. On rappelle bien ici que les membres du personnel qui seraient mis en disponibilité ou en perte partielle de charge et qui en même temps bénéficient d'un congé, au sens large, CAD, doivent être soumis à réaffectation au sein du PO et au sein du CES. On appelle ça des réaffectations administratives, puisque le membre du personnel étant couvert par un congé, sa réaffectation ne sera pas effective, elle sera administrative. Mais le congé, on le sait, ne va peut-être pas durer toute l'année scolaire. Le membre du personnel va peut-être y mettre fin anticipativement ou parce que le délai est arrivé à terme. Et donc, dans ce cas-là, le membre du personnel, il doit retrouver une affectation. Donc, voilà, en ORCES, comme en PO, bien entendu, il faut faire des réaffectations administratives pour les membres du personnel en congé. On ne dit pas que les zonales et les centrales ne doivent pas le faire, mais en général, ces 2 commissions ne le font que après avoir essayé d'abord de réaffecter ou remettre au travail les membres du personnel qui vont prendre effectivement leurs fonctions. Donc, ça arrive en bout de course et on les oublie peut-être un peu. Mais en CES, vous ne pouvez pas les oublier, ces gens-là. Et peut-être encore une petite chose, ça je l'ai entendu dans le cadre des commissions zonales d'affectation, mais on peut avoir la même réflexion ici. Il n'est pas toujours facile pour un pouvoir organisateur de savoir si le membre de son personnel qui a été mis en dispo, qui a été réaffecté ou remis au travail ailleurs dans le passé, est-ce qu'il va encore être reconduit pour tout ou partie l'année scolaire suivante? Or, il doit le savoir quand même, lui, parce qu'il a aussi ses obligations PO, il doit savoir ce qu'il doit transmettre à l'ORCES, et donc il est toujours sage, utile que chacun sache informer l'autre en disant,
voilà, moi j'ai reçu ton prof l'an dernier, je sais le reconduire, te tracasse pas. Ou bien, attention, là j'ai un doute, je ne suis pas certain que je vais pouvoir le reconduire pour les 15 heures que j'avais l'an dernier. De nouveau, vous aussi, PO d'origine, vous devez pouvoir dire l'an dernier, il était en dispo pour 15 heures. Il était réaffecté pour 15 heures. Je vous signale que cette année-ci, il est en dispo pour 20 heures. Et donc, l'obligation, chers collègues, c'est de le reprendre, si possible, pour 20 heures, puisque la reconduction englobe l'extension. Donc là aussi, on se rend bien compte qu'il faut se parler, tant l'école d'origine que l'école d'accueil. C'est peut-être le téléphone des secrétaires qui va chauffer à ce moment-là, mais là aussi, il faut essayer d'être le plus juste possible pour essayer de donner aux collègues la meilleure information possible. Voilà. OK. Point complémentaire concernant les vérifications effectuées. Alors, si vous considérez que c'est un cas zéro, vous devez vérifier que le membre du personnel retrouve bien l'équivalent de sa charge définitive antérieure entre ce qu'il a perdu et ce qu'il a retrouvé. Alors, 20 vingtièmes, comme je vous expliquais tantôt, 4 vingtièmes, 2 vingtièmes, c'est facile. Mais ceci est particulièrement important quand les fractions ne sont pas les mêmes. Quand vous avez des vingtièmes, des 22e et des 28e, vous devez toujours faire la fraction entre ce qui était définitif au point de départ et ce qu'il a retrouvé. Et n'oubliez pas que sur votre S12, dans le coin inférieur droit, c'est toujours l'aspect définitif des choses. Et donc, c'est à vous à bien recalculer la différence entre ce qui était définitif au point de départ et ce qui était retrouvé par après, que la fraction, si c'était un temps plein, on doit retourner jusqu'à l'unité. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, l'importance de la colonne 16, RTF, article 266, alinéa 2. Dani, tu reviendras vers moi si jamais. Donc, il s'agit bien des cas numéro 3 qui n'ont pas pu bénéficier d'un basculement dans une fonction, mais qui sont restés engagés à titre définitif dans le cours et pas dans une fonction. Et donc, ça, être très attentif dans l'encodage de ProEco. Donc, dans ProEco, on sait bien noter que ce sont des cas, des articles 266 alinéa 2. Et donc, dans la colonne 16, soit ça apparaît RTF, soit ça apparaît article 266. Mais c'est important que ça soit bien encodé pour que dans les travaux de l'ORCES, le membre du personnel soit réaffecté là où il doit être réaffecté. Et surtout qu'il ne soit pas réaffecté dans la fonction dans laquelle il n'a pas été nommé par basculement, puisqu'il est resté nommé uniquement dans un cours. En commission centrale, quand on voit ces articles 266.2, en général, on dit on ne sait rien faire avec eux parce qu'on n'a pas les informations suffisantes pour pouvoir les recaser dans des cours, puisque voilà, ce que vous avez déclaré sont des emplois vacants dans des fonctions, mais on ne sait pas ce que cachent ces fonctions-là, quels sont les cours. Donc, il est impossible pour les commissions de réaffecter le membre du personnel dans le cours, puisqu'on n'a pas les informations dans les emplois vacants. Alors, la dernière puce de la DIA, c'est s'assurer que le membre du personnel pour lequel un document OLDNT a été établi est bien pris dans le fichier mis en disponibilité. Ça ne doit pas poser de problème. Mais surtout que le document OLDNTA et le fichier doivent correspondre. Pourquoi? C'est se dire qu'à un moment donné, on peut regarder, on peut se dire, tiens, il y a une erreur, ou bien, tiens, là, le code n'est pas bon, mais si on le modifie à la main sur le document, enfin, de manière informatisée sur le document L2NTA, qui est un fichier Excel, bien penser à refaire la mise à jour dans le fichier mise en disponibilité pour que les deux correspondent. On se rend compte qu'en ORCES, parfois, il y a des différences d'un côté ou de l'autre, et ce sont souvent des corrections qui ont été faites entre direction et secrétariat de direction, mais qui n'ont pas été faites des deux côtés. Donc ça, c'est un point d'attention. Alors maintenant, le fichier emploi vacant. Oui, mais donc pour pouvoir réaffecter les membres du personnel en dispo ou en perte partielle, il faut savoir dans quel emploi on peut les réaffecter. Et donc, chaque pouvoir organisateur doit fournir à l'ORCES la liste de ces emplois vacants, c'est-à-dire des emplois non assurés par des gens engagés à titre définitif. Il ne faut pas oublier que les réaffectations PO et CES sont obligatoires dès qu'il y a un emploi qui est libre pour une période de 10 jours ouvrables. Et ça, pas uniquement à la rentrée scolaire, mais pendant toute l'année scolaire. Je crois qu'on sait clairement que quand on a en cours d'année scolaire un prof absent pour 10 jours ouvrables, on doit d'abord engager les gens qu'on a mis soi-même en disponibilité, donc ceux qui sont toujours en dispo ou en perte partielle
au niveau du PO. J'entends dire que parfois on oublie de réaffecter les gens, à défaut de réaffectation PO, on oublie de réaffecter dans ces emplois-là, dans ces intérims-là de 10 jours ouvrables au moins, des membres du personnel qui sont en dispo au niveau du CES et qui n'ont toujours pas tout retrouvé au terme de toute la procédure CZCC. Alors maintenant, je parle donc au fichier emploi vacant, les points d'attention en matière d'encodage. Ce tableau-ci, ce tableur Excel, est également réparti en 2 colonnes. Vous voyez, il y a bien une grande ligne qui apparaît ici après la colonne 30. En fait, ce qui va apparaître quand le tableau va se compléter automatiquement à partir des emplois vacants encodés dans ProEco, il n'y aura que la première partie qui va être encodée. Donc justement, les emplois vacants, établissement par établissement. Et la deuxième partie, où vous voyez emploi attribué à, ce sera en d'Orsès qu'on va devoir compléter la deuxième partie du tableau pour dire tel emploi vacant attribué à tel membre du personnel, je l'attribue à tel membre du personnel qui était définitif, qui doit être réaffecté dans ces heures-là, dans cet établissement-là. Donc, il n'y a que la première partie du tableau qui va apparaître, qui va se compléter. Alors maintenant, concernant la protection de l'emploi, vous voyez la colonne 30, je reviens au diaporama et c'est Dany qui va parler de la diapositive suivante. Voilà, donc en effet, on impose de déclarer tous les emplois vacants et ce tableau-là, il est utilisé principalement pour la réaffectation. Donc, on pourrait se dire que ça ne sert à rien de déclarer dans les emplois vacants les emplois qui sont protégés par les membres du personnel temporaire. Il faut savoir que la commission l'ORCES n'est pas une commission qui ne s'occupe que des réaffectations. Tout comme les commissions zonales et centrales, ce sont des commissions qui gèrent de gestion des emplois et donc les fichiers peuvent être utilisés à d'autres buts que la réaffectation. Donc c'est pour ça qu'on demande à chaque PO de déclarer tous ses emplois vacants, y compris les emplois occupés par des membres du personnel qui protègent l'emploi. Tu étais à la bonne dia. Oui, voilà. Mais je n'avais plus de souris, donc je ne sais plus rien faire du tout, donc désolé. Alors, pour chaque membre du personnel temporaire, puisque ce sont les temporaires qui apparaissent dans les emplois vacants, selon son ancienneté et selon différents critères, on va pouvoir dire il protège ou non de la réaffectation et encore de laquelle, la réaffectation ORCES ou zonale centrale. Petit rappel ici, pour protéger au niveau du CES, le temporaire doit compter plus de 2160 jours d'ancienneté de service au sein du PO. Donc, de ce 1160 jours, c'est l'équivalent de 6 années, 6 fois 360. Il doit compter plus de, donc 6 ans, ce n'est pas suffisant. C'est de l'ancienneté de service, ça veut dire on prend n'importe quelle fonction, DI, DS, catégorie administrative, auxiliaire d'éducation, prof, tout ensemble, mais au sein du pouvoir organisateur. Donc, pas nécessairement de l'établissement où a lieu la perte, mais au sein du pouvoir organisateur. Ça, c'est la protection ORCES. Si le membre du personnel remplit cette condition-là, eh bien, dans la petite colonne des emplois vacants, à côté de son nom, il sera marqué ORCES. Ça veut dire messieurs de l'ORCES, ne touchez pas à ce temporaire, il protège son emploi, on ne peut pas réaffecter dans cet emploi puisqu'il est protégé. Dans le tableau, on verra aussi apparaître les notions CZCC, ça veut dire commission zonale ou commission centrale, si le membre du personnel protège son emploi vis-à-vis des travaux des commissions zonales et centrales. La règle, elle est différente, c'est il faut compter 720 jours sur 3 années scolaires dans le réseau libre subventionné, 360 sur 2 années scolaires dans le PO et 360 dans la catégorie en cause. Donc là, attention, catégorie, on ne va pas mélanger les éducateurs et les profs, par exemple, ou le paramédical, qui sont aussi des catégories différentes. Si le temporaire a la chance de protéger à la fois au niveau ORCES et zonal central, bien le tableau mentionnera dans la colonne de protection ORCES plus CZCC. Ces emplois-là resteront quand même dans le tableau
on pourrait les supprimer, mais bon, on ne peut pas. Ces emplois seront protégés. Il ne faut pas oublier non plus que seuls les titres requis et titres suffisants protègent leur emploi. Les membres du personnel qui sont titres de pénurie listés ne protègent pas leur emploi tant qu'ils ne sont pas assimilés à un titre suffisant. De même, les titres de pénurie non listés qui peuvent faire valoir des droits, et on le reverra tantôt pour les priorités, peuvent faire valoir des droits statutaires sur base de l'article 36, paragraphe 3 du décret titres et fonctions. Ils peuvent faire valoir des droits statutaires, mais pas la protection d'emploi. Quand vous dressez la liste des emplois vacants, vous allez voir apparaître des temporaires avec leur mention s'ils protègent ou non des emplois selon les anciennetés. Dans une autre colonne, il sera indiqué quel titre ils ont. Donc, logiquement, en lisant la ligne complètement, on peut se dire, bien qu'ils aient l'ancienneté requise, ils ne sont pas titres requis ou suffisants, donc on peut viser leur emploi dans le cadre d'une réaffectation. Attention quand même, il y a parfois des membres du personnel qui sont titres de pénurie ou même non listés parce qu'il leur manque un petit quelque chose. C'est une attestation de la chambre de l'expérience utile qui va valider une expérience utile ou parfois une deuxième cesse qui va leur donner un CAP le 15 septembre ou que sais-je. Et donc, ils peuvent devenir en cours d'année, ils peuvent changer de titre. Donc là, il faut être prudent quand même sur ces indications-là. Il y a également les protections encadrement différencié, puisqu'on ne réaffecte pas dans les établissements encadrement différencié classe 1 au-delà du 1er octobre. Donc, ça veut dire que tout ce qui est PO, oui, mais au-delà du CES, non. Donc, en CES, ça pourrait y avoir des réaffectations. Et les priorités violence, enseignement spécialisé et d'ASPA FLAF. Donc là, il existe toute une série de protections pour les membres du personnel temporaire, de telle sorte qu'on ne va pas aller chambouler les équipes en place si en place se trouve un temporaire victime d'actes de violence, ou bien dans l'enseignement spécialisé, les DASPA, et on aurait dû ajouter aussi, j'ai oublié de le mettre dans les pôles, il y a des protections pour les temporaires qui ont suivi des formations spécifiques. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a un décret qu'on concerte encore demain justement au cabinet qui va relister les différentes formations qui permettent aux membres du personnel non seulement d'avoir accès à la nomination, à des droits statutaires dans les DASPA, par exemple, mais aussi qui viennent protéger l'emploi pour les temporaires qui ont suivi ces différentes formations. Tout ça sera repris dans les circulaires annuelles certainement et repris dans nos communications FEDE qui, comme vous le savez, sont toujours de bien meilleure qualité que les circulaires ministériels. Voilà, donc maintenant, nous allons parler au gros point, mais qui va être concret et pratique, donc les travaux en ORCES. Donc, pour le moment, c'était les travaux préparatoires aux travaux de l'ORCES. Maintenant, les réunions d'ORCES, comment est-ce que ça va se passer? Premièrement, concernant les priorités CES, et comme je vous ai dit, il y aura deuxièmement concernant la réaffectation. Concernant les priorités CES, Donc voilà, je vous ai rappelé tantôt le nouveau calendrier. Nous avons donc mis une nouvelle communication à jour, enfin notre ancienne communication, nous l'avons mise à jour récemment sur donc, les priorités CES. Se rappeler que les candidatures donc, doivent arriver maintenant pour le 29 mai auprès du président du comité des pouvoirs organisateurs ou son délégué. Alors, à ce niveau-là, plusieurs choses à rappeler. La règle de dire l'envoi est pas recommandé n'a pas été modifiée, mais par contre, la règle a été élargie en disant, puisque ça s'est bien passé pendant le Covid, pourquoi ne pas l'élargir également par après? Et donc, la possibilité que ces envois, ces candidatures soient envoyées par voie électronique, tout comme pour les priorités PO, bien entendu. Ici, on parle de la priorité CES. Et donc, il faut pouvoir permettre aux membres du personnel d'introduire sa demande par voie électronique. Ça veut dire soit par un mail, soit sur une plateforme électronique qui existerait éventuellement dans l'établissement.
évidemment, cette nouvelle disposition voie électronique doit être validée par l'organe, par l'ORCES en fait, hein, par l'organe représentant des CES, comme au niveau des PO, ça doit être validé par le conseil d'entreprise. Donc ces deux instances doivent valider les modalités d'envoi par voie électronique, c'est-à-dire préciser clairement, c'est sur telle plateforme, c'est à telle adresse. Voilà, il faut absolument cette validation donc de l'ORCES ici pour les travaux de l'ORCES. Un petit conseil qu'on avait lancé, c'est de dire ce serait peut-être bien de créer non pas de créer plutôt une adresse CES plutôt que l'adresse personnelle d'un membre du personnel, du président, de l'ORCES ou que sais-je, pas dire je l'envoie à Luc Dupont, collège Notre-Dame de machin, mais peut-être créer une adresse CES qui pourrait être vue par d'autres personnes si jamais il y avait un changement ou par un secrétariat et de manière à centraliser les demandes des différents membres du personnel. Ce qui est utile, évidemment, maintenant, vous allez dire c'est un peu tard, mais pour les années prochaines, c'est, comme c'est marqué, c'est dans la dia précédente, mais c'est pas grave, c'est moi qui étais trop vite, c'est que dans le courant du mois de mars, ben, il serait utile que l'ORCES, le président de l'ORCES, rappelle à chaque direction s'il y a des modifications utiles à apporter dans le modèle de lettre de candidature. Le modèle de lettre de candidature, le prof qui fait valoir sa candidature, sa priorité, ne sait pas toujours à qui l'envoyer et donc on facilite le travail en l'indiquant sur un document, je dirais, préétabli, mais qui pourrait éventuellement modifier d'une année à l'autre. Et donc voilà, les demandes seront adressées pour le 29 mai, comme on l'a dit précédemment. Alors, les étapes suivantes, la présidence de l'ORCES demande au président du comité de pouvoir organisateur ou à son délégué, suivant quelle est la personne qui a été désignée, comme Dany vient de l'expliquer, les recommandés ou les envois électroniques qui lui ont été envoyés pour le 29 mai. À nouveau, la réception des demandes, en discutant avec les directeurs qui ont été, qui sont présidents d'ORCES, il nous semblait intéressant de peut-être dépouiller les demandes avec un représentant de chaque composante, PO et membre du personnel. Ainsi, ça peut éviter tout problème ultérieur, de dire est-ce que tout a été reçu, oui ou non, le classement, etc. Tout ça, ça peut être une bonne pratique à mettre en œuvre. Alors, au niveau du contrôle, la présidence accompagnée de quelqu'un, on est d'accord, c'est toujours dans ce cadre-là, classe les différentes demandes en demandes recevables, et cela fonction par fonction, et en demandes non recevables. Quelles sont les demandes non recevables? Celles qui auraient été envoyées hors délai, donc la date du 29 mai est intéressante. Aucune école n'est encodée, ça arrive, d'accord? Donc aucune école encodée, et donc on ne peut pas faire valoir sa priorité. Les conditions de titre d'ancienneté non remplies concernant la priorité, on les reprend à la diapositive suivante, mais Dany en a déjà parlé. Et alors, le candidat qui n'a pas fait valoir sa priorité dans son PO ou ses PO, et le candidat qui a refusé un emploi prioritaire dans son PO ou un de ses PO. Dany, tu peux peut-être expliquer ou non? Ou c'est clair comme ça? Oui, ben donc la priorité CES, elle ne peut s'appliquer qu'après avoir respecté la priorité PO. C'est un peu comme les réaffectations finalement. On est réaffecté d'abord dans son PO et à défaut de réaffectation PO, on va les voir chez les voisins du CES. Ici, c'est un peu la même chose, le temporaire prioritaire. S'il veut faire valoir sa priorité, il doit d'abord la demander dans son PO. Il ne peut pas dire je ne demande pas dans mon PO, je vais la demander uniquement dans les autres écoles du CES. De même, s'il a bien fait sa demande PO et CES et que dans son PO on lui offre des heures qu'il refuse, c'est son droit, mais il ne peut pas alors charger le CES de sa candidature prioritaire. S'il a refusé un emploi prioritaire dans son PO, il n'a pas le droit de faire valoir une priorité CES non plus. On rappelle au niveau des conditions de titre, je le rappelle parce qu'il y a quelques minutes, je viens de parler de TR et TS, ça c'était les conditions de protection d'emploi vis-à-vis de la réaffectation. Ici, on est bien dans les conditions pour pouvoir faire valoir une priorité à l'engagement temporaire. Donc là, il faut être titre requis ou titre suffisant, et on n'oublie pas qu'ici, il faut la compétence pédagogique, le titre pédagogique pour le personnel enseignant. Cet titre pédagogique n'est évidemment pas exigé pour les autres catégories.
Les TP listés qui sont assimilés à un titre suffisant, c'est-à-dire ceux pour qui il y a au moins 450 jours d'ancienneté dans la fonction, qui ont un titre pédagogique et qui remplissent éventuellement la condition d'expérience utile là où on l'exige. Donc, ils peuvent faire demander une assimilation à un titre suffisant. Sans l'assimilation reçue de l'administration, ils ne sont pas assimilés titre suffisant, donc ils ne peuvent pas faire valoir de priorité à l'engagement temporaire. Pour les TP non listés, eh bien, là aussi, après un certain temps, 720 jours, à condition d'avoir un titre pédagogique et de remplir la condition d'expérience utile, là où c'est nécessaire, ces TPNL peuvent, du jour au lendemain, acquérir des droits statutaires. Droits statutaires, ça veut dire être prioritaire, PO, CES, ou un jour être engagé à titre définitif. Donc, je rappelle bien ici, ces conditions-là, c'est bien pour faire valoir une priorité statutaire à l'engagement temporaire. Ne pas confondre avec la DIA précédente qui disait seuls les TR et les TS peuvent protéger leur emploi. Ce sont les conditions de titre pour être prioritaire et pour rappel, évidemment, pour être prioritaire PO 360 jours sur 2 ans dans la fonction, pour être prioritaire CES, il faut qu'on soit dans le classement dans un PO avec au moins 480 jours dans la fonction. On ne cumule pas ce qu'on a presté dans différents pouvoirs organisateurs. Celui qui a travaillé dans plusieurs PO dans la même fonction, eh bien, on n'additionnera pas ces différentes anciennetés. Il faut qu'il ait au moins 480 jours dans un des PO du CES. On peut peut-être rappeler une bonne pratique qu'on a ajoutée là, c'est que pour être certain, parce que vous savez, les membres du personnel, ils vont introduire leur candidature en disant oui, j'ai 480 jours, oui, j'ai tel titre, etc. C'est peut-être pas vrai. Il faut pouvoir vérifier cela. Et donc là, ce serait peut-être intéressant que chaque établissement transmette la liste des temporaires prioritaires CES ou même peut-être encore PO, mais en précisant, attention, ceux-là, ils n'ont pas les 480 jours, au président de l'ORCES, pour qu'on puisse éventuellement contrôler si les candidatures reçues sont tout à fait valides par rapport au titre et par rapport à l'ancienneté. Alors, un exemple de tableau que nous vous proposons, à nouveau, enfin, je veux dire, il n'y a pas de modèle type, mais enfin, je veux dire, on a réfléchi à le tableau tel qu'il était peut-être intéressant de le proposer. Donc, bien évidemment, nom et prénom du membre du personnel, ses titres, la fonction occupée, TR, TS, TP, TPNL, Dany vient d'expliquer pourquoi. Les écoles actuelles, à nouveau, il peut y avoir plusieurs écoles, donc je pense que c'est important d'indiquer s'il y en a une ou plusieurs. La charge actuelle et la charge souhaitée. Dany, ça c'est parce qu'en fait, le membre du personnel peut demander la charge qu'il avait dans l'école et qu'il peut monter jusqu'à un temps plein, c'est ça, hein? Oui. Donc, c'est bien ça. Alors, l'ancienneté, on en a parlé maintenant. Il postule dans la fonction de. À nouveau, un membre du personnel peut être titre requis, par exemple, pour différentes fonctions ou peut vous souhaiter postuler dans différentes fonctions. Dans quelles écoles? Important peut-être de savoir le domicile du membre du personnel et l'avis sur la situation à la date de rédaction du tableau. Et donc, ça, c'est l'école d'origine qui va dire, ben, pour moi, il est complet chez moi. Donc, il a introduit au mois de mai de l'année scolaire précédente une priorité pour le CES, mais pour moi, il est complet, donc il n'y a rien à dire. Donc, c'est ça que ça veut dire, avis sur la situation à la date de rédaction. OK. Alors, travaux en ORCES concernant les priorités. Oui, donc là, les dates n'ont pas changé, on l'a déjà rappelé tantôt. Donc, les PO se réunissent au sein donc, du comité des pouvoirs organisateurs. Le statut prévoit toujours les dates entre le 16 août et le 5 septembre. Les PO, donc là, on n'est bien pas en ORCES, les représentants, les directions, hein, les PO procèdent au classement des temporaires dans le CES et transmettent à l'ORCES la liste des engagements prévisibles. Donc, l'ORCES, là où se retrouveront assis les syndicats, sont là pour vérifier si les propositions préparées par les PO sont valides ou pas.
qui, comme on l'a dit tantôt, n'empêche pas qu'éventuellement les réflexions puissent être menées tous ensemble pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Mais dans ce cas-là, ça ne peut débuter qu'à partir du premier jour de l'année scolaire. C'est peut-être un peu tard, alors que peut-être qu'à partir, je vais dire, du 15 août, on pourrait déjà recaser toute une série de personnes, que ce soit en réaffectation ou les prioritaires, de les recaser pour qu'ils soient bien présents effectivement le premier jour de l'année scolaire dans l'établissement où ils vont plus que probablement arriver. Ouais. Oui, oui. Alors, il ne faut pas oublier que si on fait une proposition d'emploi à un candidat CES, c'est comme d'ailleurs pour un candidat qui est prioritaire PO, il peut refuser. Alors, on dit qu'il doit notifier son acceptation par écrit dans un délai de 8 jours ouvrables de la prise de connaissance de la proposition et dans les 10 jours si la proposition lui a été faite par envoi recommandé. Bon, je pense qu'en général, on n'arrive pas à tous ces délais-là. Si on fait une proposition à un membre du personnel qui dit « Ok, ça va, je viens, je presse, je signe mon S12 », ça fait office de « J'ai envoyé mon acceptation par écrit ». Maintenant, si les gens ne réagissent pas, on les contacte, on leur envoie un mail, on leur laisse un appel sur le téléphone. Ils sont peut-être pas là, que sais-je, ils veulent pas répondre. Eh bien là, voilà, le statut a prévu un délai en disant voilà, puisqu'on a, on faut apporter la preuve éventuellement qu'on leur a proposé l'emploi. Eux ne savent pas apporter la preuve qu'ils ont répondu. Dans ce cas-là, le membre du personnel perd, alors non pas sa priorité, mais perd sa priorité pour cet emploi, pour l'année scolaire en cours. C'est la même règle que pour les PO. Ce n'est pas parce qu'on refuse un emploi qu'on perd sa priorité pour toute l'année, mais on perd sa priorité uniquement pour l'emploi, c'est-à-dire pour les heures qu'on voulait lui attribuer. Voilà, ça c'était donc pour les travaux donc, des priorités. Alors, concernant les réaffectations maintenant, Dany va encore continuer avec différentes définitions, réaffectation, même fonction et protection emploi CES. Oui, parce qu'on voit quelqu'un qui lève la main, mais on va quand même continuer parce que sinon, ça risque d'aller peut-être trop loin. Mais on prend note de toute façon des différentes questions et on les remettra dans une foire aux questions qu'on enverra avec le PowerPoint et les différents liens. Parce que l'heure avant, on a promis qu'on essaierait d'avoir fini pour 17h30. Mais éventuellement, peut-être poser la question sur le chat et si on a l'occasion, on y reviendra. Donc, on est dans les travaux de réaffectation maintenant, puisque pour rappel, l'ORCES ne procède qu'à des réaffectations et pas à des remises au travail ni des rappels en service. En ORCES, uniquement des réa. Dans toutes les catégories, sauf le personnel administratif, en tout cas pour l'instant. Le personnel administratif n'étant pas dans le statut, il est soumis à des règles particulières et le personnel administratif en dispo n'est géré qu'en PO et puis à la centrale, donc pas à la zonale ni donc en ORCES. Pour rappel aussi, les directions en disponibilité ne sont pas réaffectées au niveau du CES, mais pourraient l'être au niveau de la zone ou de la centrale. C'est quelque chose qu'on ne tolère pas, mais enfin qui peut toujours arriver, heureusement rarement. Et pour rappel aussi, la réaffectation, elle se prononce dans la même fonction, mais attention, on n'est pas dans la fonction RTF, fonction, titre et fonction, mais c'est au sens de l'article 3 de l'arrêté du 28 août 95, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mis en disponibilité, on pourrait le réaffecter dans une autre fonction que titre et fonction. Ce n'est pas parce qu'on perd des CGMAT ODI qu'on doit être réaffecté uniquement en CGMAT DI, mais ça pourrait être dans une autre fonction, pour autant qu'elle réponde à la notion de la même catégorie, de la même nature, qu'il y ait un barème au moins équivalent entre ce qui est perdu et ce qui est retrouvé, et que le membre du personnel ait comme compétence, en tout cas théorique, un titre requis ou un titre suffisant, toujours avec titre pédagogique quand on parle des enseignants, ou alors il n'a peut-être pas un requis ou insuffisant, mais il a été engagé à titre définitif et a presté 6 mois au cours des 5 dernières années cette fonction. Voilà, on ne va pas refaire un cours ici sur la réaffectation. Nos communications, je crois, sont assez explicites.
à ce propos-là. Les protections d'emploi, ben, on en a parlé tout à l'heure. OK. Voilà. Et donc, maintenant, on va voir... non, c'est bien ça. Voilà. Les opérations préalables à l'ORCES. Donc, que faut-il faire avant la réunion proprement dite de l'ORCES? Que faut-il d'abord transmettre à la présidence? Donc, l'ensemble des fichiers mis en dispo et emploi vacant fait dans chaque établissement scolaire. Et puis, alors, l'ensemble des documents ELD-NTA classés par ordre alphabétique et une impression du fichier dispo et emploi vacant signé pour avis conforme. Alors, à nouveau, pour faire tout ça, comme on avait créé peut-être une adresse mail priorité CES, ça peut-être intéressant de créer peut-être une adresse mail spécifique à l'ORCES aussi. C'est une bonne pratique que certains ORCES faisaient, et on dit que ça pouvait être intéressant de le proposer à tout le monde, pour qu'à nouveau, tout le monde ait tous les fichiers et qu'on ne les envoie pas un petit peu à un directeur où ça viendrait dans son fil de ces très nombreux mails. Alors, bien évidemment, sont référés à la circulaire notification des mises en dispo et utiliser les annexes fusion ORCES dispo secondaire libre, je fais une faute de frappe, et fusion ORCES emploi vacant secondaire libre. Donc, par rapport à ça, bien prendre la bonne circulaire qui sort secondaire libre et aller chercher les deux fichiers pour effectuer la fusion des fichiers mis en dispo et emploi vacant. Une bonne pratique à avoir, c'est effectuer cette opération par un représentant de chacune des composantes, PO et membres du personnel. Comme ça, à nouveau, chaque composante a fait la fusion des fichiers et on est sûr que l'ORCES commence à travailler avec un bon fichier et il n'y aura pas de remise en question, quoi que ce soit, préalablement à toute réunion. Alors, comment faire? Tout simplement, veiller à ce que les fichiers soient bien envoyés dans le timing décidé préalablement. Donc ça, je pense rien tel que pour mal commencer si on n'a pas les fichiers d'une seule école. Non, il faut que tous les fichiers aient été envoyés préalablement. Et donc, dans le calendrier qui est fixé à un moment donné, se dire, dans le timing, il y a non seulement les réunions pour les temporaires prioritaires, pour l'ORCES en tant que tel, mais également envoi des fichiers pour telle date. Lors de la fusion, c'est assez facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement vérifier que le nombre de lignes à copier dans le fichier de l'école A et le nombre de lignes copiées dans le fichier fusion est bien le même, et ceci afin de n'oublier aucune ligne. Pour le membre du personnel mis en dispo et pour le membre du personnel emploi vacant, c'est ça qui est important de vérifier chaque fois. Alors, avant de commencer la réunion de l'ORCES, certains ORCES travaillent en présentant les tableaux sur un mur, sur un grand écran. Si jamais certains ORCES travaillent avec la copie papier, prend le temps de préparer un fichier en supprimant peut-être voilà, l'adresse mail, les numéros phases d'établissement, l'adresse mail du membre du personnel, des choses comme ça, parce que c'est un tableau qui est très, très grand. Et si jamais il faut que ça soit une version papier, peut-être penser à préparer un fichier pour que l'impression soit lisible en masquant les colonnes non nécessaires. Alors, quand je disais avoir un document papier certifiant sincère et véritable, donc dans la circulaire, il est demandé, il est bien noté, il est demandé que le courriel soit accompagné d'une note introductive certifiant que les informations contenues dans les fichiers joints reflètent la situation exacte des membres du personnel. Cette note introductive revêtue de la signature du délégué du pouvoir organisateur devrait être renvoyée en version papier simultanément auprès de la commission par courrier normal. Et donc, nous, ce qu'on proposait, c'était de demander à que chaque document dispo et emploi vacant par établissement ou par PO soit imprimé, signé par le délégué du PO pour avis conforme. À nouveau, Dany a bien présenté le postulat de départ. On est censé travailler avec honnêteté de toute bonne foi, mais il y a un moment donné, on travaille sur base des documents. Et donc, dans la circulaire, il est bien noté qu'une signature pour avis conforme est important et est nécessaire. Alors, suggestion de bonne pratique. Donc, un exemple de fonctionnement maintenant. Et donc, à nouveau, on s'est réunis, Dany et moi-même, avec 4 directeurs pour voir un petit peu comment ça se faisait et trouver un mode de fonctionnement à vous suggérer. Et donc, c'est d'analyser les documents
ELD-NTA et les fichiers mis en dispo préalablement à la réunion avec les syndicats, soit entre toutes les directions du CES, soit par le président. Cela facilite le travail en ORCES et des documents corrects sont ainsi présentés aux syndicats. Ça va? Donc, enfin, je veux dire, ça se fait avant, donc ce n'est pas du tout pour cacher quelque chose, c'est juste pour ne pas perdre de temps en réunion d'ORCES et pour que ce qu'on présente, on soit sûr que ça soit correct. Et alors, effectuer le travail en 2 étapes, une pour le travail de vérification et une pour les désignations. L'objectif est de laisser un délai pour les écoles qui doivent retravailler leurs documents. Ça va? Donc ça peut être une astuce, comme il est indiqué, une bonne pratique à prendre dans les travaux des ORCES. Alors, dans le fonctionnement des ORCES, ce qui est important, c'est de constituer des binômes. Les binômes seraient constitués d'un représentant PO et d'un représentant des membres du personnel, idéalement provenant d'écoles ou PO différents. Et donc, les binômes sont constitués, les dossiers ELD-NTA sont répartis par binôme et par école. Vous, tel binôme, vous prenez l'école A, tel binôme prend l'école B, tel binôme prend l'école C, et on peut repartager bien évidemment suivant le tas de dossiers ELD et NTA, l'importance du paquet. Attention, bien évidemment, les binômes ne vérifient pas les dossiers de leur propre établissement. Ça, c'est clair que c'est ainsi que ça doit se passer. Alors, en quoi consiste l'analyse des documents ELD-NTA? C'est vérifier les documents sont-ils signés, les cases des pages 5 et 6 sont-elles cochées, les S12 de l'année en cours et de l'année précédente sont-ils présents, y a-t-il concordance entre le S12 et le dossier ELD-NTA, et vérifier la concordance avec le fichier Excel fusion de mise en dispo. Pour, comme je vous ai dit, que les modifications faites à un moment donné, il faut bien que tout soit correct dans la vision du membre du personnel qui est mis en dispo. Alors, un exemple de document, de tableau qui se retrouve pour effectuer cette vérification, on reprend le nom et prénom du membre du personnel, la signature, on coche si c'est OK. Y a-t-il des remarques, oui ou non, on le coche. Pour l'année précédente, y a-t-il correspondance entre le S12 et le dossier ELD-NTA? Et pour l'année en cours, est-ce qu'il y a correspondance entre le S12 et le ELD-NTA? Est-ce que la mise en dispo correspond aux réaffectations DV-TV, remise au travail, DV-TV? Donc, est-ce que c'est un cas 0? Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des remarques où il y aurait des incohérences? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des correspondances entre le S12, le fichier Excel mis en dispo? Donc, justement, pour voir est-ce que tout est OK par rapport à ça. Et déjà indiqué, est-ce qu'il y a des heures qu'il resterait encore à pourvoir? Chaque binôme fonctionne comme ça. Et puis ensuite, en réunion d'ORCES, où tout le monde est ensemble, on fait la synthèse de l'analyse des dossiers ELD-NTA. École par école, le binôme fait la synthèse de l'analyse des dossiers pour l'école concernée. Est-ce qu'il y a des documents incomplets, manquants, incorrects, non signés? Et donc, ça, ce serait la première partie. Et donc, ensuite, donc ça, c'est la première partie. À nouveau, avant de faire la désignation, analyser le tableau mis en disponibilité. Donc là, le président analyse chaque ligne du fichier mis en dispo pour le mettre à jour avec l'analyse du binôme et classe les dossiers ELD-NTA en dossier 0, aucune heure à retrouver, et les dossiers à traiter en ORCES. Donc ça, c'était la suggestion qu'on faisait. Donc d'abord binôme par binôme, et puis synthèse de reprendre pour que l'objectif est que les écoles, les directions qui vont retourner après en école ou les directions qui ne sont pas présentes en ORCES aient toutes les informations pour pouvoir compléter les dossiers et donner des dossiers corrects pour la deuxième partie, à savoir la désignation en ORCES des heures que les membres du personnel retrouveraient. Alors, les vérifications effectuées. Dany, c'est à toi, Oui, je c'est pense. peut-être un peu une redite de ce qu'on a dit tout à Oui. l'heure, parce que ce sont c'est toujours un peu les mêmes vérifications à faire. C'est de bien vérifier que si c'est un cas 0, le membre du personnel a bien retrouvé l'équivalent de sa charge antérieure. Et attention, ne regarde pas que les numérateurs, mais aussi les dénominateurs, c'est important. Et quand il manque un petit chouïa, ça veut dire qu'il faut encore trouver une heure, même si on est presque à l'unité. On rappelle l'importance de la colonne 16 qui mentionne si c'est un membre du personnel qui est resté nommé dans un cours et non pas dans une fonction.
Bien regarder aussi quand il y a des réaffectations dans des emplois temporairement vacants, donc des intérims, de bien encoder la date de fin parce que l'instance suivante, donc ici en l'occurrence la commission zonale, pourrait dire l'intérim est maintenant terminé, je vais pouvoir réaffecter le membre du personnel ailleurs dans la zone si toutefois l'intérim ne s'est pas prolongé. Voilà, et bien s'assurer que le membre du personnel, oui, figure bien dans la liste des emplois, des mises en disponibilité. Bien entendu, la réaffectation, on peut dire, il est mis en dispo dans telle fonction, je réaffecte dans telle fonction et je vais voir s'il y a des emplois vacants dans cette fonction-là. Je parle de fonction RTF, hein, titre et fonction, mais il ne faut pas oublier qu'on peut être réaffecté dans d'autres fonctions pour lesquelles on est requis suffisant ou nomination 5 ans, 6 mois. Donc là, c'est utile d'avoir peut-être aussi sous la main les fichiers titres et variantes pour se dire, tiens, tel membre du personnel, d'après son diplôme, et quelle que soit la fonction perdue, n'aurait-il pas un titre requis ou suffisant pour pouvoir retrouver ailleurs? En réaffectation, si c'est de la remise au travail, c'est clair que ce n'est pas le rôle de l'ORCES, mais peut-être que ce sera celui de la commission zonale. Donc, à toujours faire, évidemment, être attentif à la question de barème. Pour une réaffectation, il faut qu'on envoie la personne dans une fonction pour laquelle il ne va rien perdre au niveau barémique. Ça ne veut pas dire que quelqu'un à qui on retrouverait des heures en titre suffisant sera moins bien payé, non, parce qu'il pourrait très bien provenir d'une fonction où il a le barème peut-être 301 ODI et il va ODS en remise au travail au barème 34A qui sera supérieur. Donc, il descend de niveau de titre, mais il ne perd pas au niveau financier. Donc, c'est bien une réaffectation. Donc, il faut le faire au niveau de l'ORCES. Alors, une fois que l'ORCES s'est mis d'accord sur le membre du personnel qui a été mis en dispo va retrouver combien d'heures dans quel établissement et sur quel membre du personnel. Il y a deux choses à faire. Il y a d'abord le tableau mis en dispo à compléter dans la deuxième partie. Comme je vous ai expliqué, on va compléter l'établissement où le membre du personnel est réaffecté, dans quelle fonction et pour combien d'heures. Et il ne faut pas oublier, c'est seulement à ce moment-ci où on vient dans le tableau emploi vacant. Je vous ai dit que le tableau va devoir être complété dans la deuxième partie du tableau à partir de la colonne 31. Il s'agit de compléter le tableau avec les heures du membre du personnel à retrouver dans l'établissement en fonction, ainsi que le volume d'heures récupéré. Donc, il y a deux parties. On doit jongler des deux tableaux, mise en dispo et emploi vacant. Mais ici, c'est important qu'on sache sur quel emploi vacant et donc sur quelles heures de quel membre du personnel dans un autre établissement que le membre du personnel a retrouvé des heures. Et après tout ceci, donc ça c'était pour les réaffectations, donc des travaux en ORCES. Et ensuite, il y a toujours les temporaires prioritaires pour lesquels on va faire éventuellement quelques ajustements quand la situation s'est un peu établie, peu fixée, donc entre le 1er et le 15 octobre. Et ces ajustements effectués au niveau des PO vont être transmis à l'ORCES, donc devant les syndicats, dans les 8 jours. Et l'ORCES va vérifier le respect aussi de toutes ces dispositions légales. Alors, à la fin des travaux de l'ORCES, quel document envoyer? Donc, pour chaque membre du personnel qui a été réaffecté, un courrier doit lui être adressé. Le modèle se trouve à l'annexe 9 de la circulaire et qui s'intitule « Annexe 9, désignation ORCES pour MDP ». Et pour chaque PO pour qui un membre du personnel a été réaffecté dans son établissement, même chose, un courrier doit être adressé à chaque PO. Le modèle se trouve à l'annexe 10 de la circulaire, annexe 10, désignation ORCES pour PO. Et donc, ce sont des documents qui sont bien faits, où à nouveau, toute la législation est reprise, on est sûr de ne rien oublier. Donc, nous vous conseillons de bien utiliser les annexes 9 et annexe 10. Alors, point d'attention, tous les PO ne sont pas présents dans les réunions d'ORCES. Comme on vous a dit, il n'y a que 6 représentants. Et donc, il est de bon usage de prévenir par courriel ou téléphone préalablement à l'envoi du courrier les PO pour qui un de leurs membres du personnel a été réaffecté dans un autre établissement et les PO qui vont accueillir un membre du personnel réaffecté. Donc, ils vont recevoir un courrier officiel, mais on aurait pu mettre bonne pratique, mais c'est clair que c'est toujours mieux quand on prévient les PO dans un cas comme dans un autre. Et pour... Oui, Dani ?
Oui. Justement, parce qu'il y avait une question du chat en disant si dans notre CES, on est plus que 6 écoles, c'est un peu dommage de dire on en laisse 2 sur le côté. Bon, il n'y a pas de problème, on peut encore inviter les 2 autres personnes qui ne sont pas membres effectifs de l'ORCES, de les inviter en tant qu'experts. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une grande clarté vis-à-vis du banc syndical pour qu'ils sachent qui est effectif et qui est expert ou invité, notamment s'il devait y avoir recours au vote. Comme c'était une question posée dans le chat, autant y répondre maintenant puisqu'on l'abordait. Alors maintenant, c'est pour les futures réaffectations. Et donc, les travaux de l'ORCES ont été finis. Et donc, que faut-il faire après quand l'ORCES a fini ses travaux début octobre, mi-octobre? C'est une bonne pratique parce que ce n'est pas dans la loi, ce n'est pas une obligation légale, mais on pourrait inviter chaque ORCES, chaque président et ou secrétaire à envoyer à toutes les directions les fichiers mis en dispo et emploi vacant au terme des travaux de l'ORCES. On sait que ces tableaux vont encore évoluer assez vite avec les commissions zonales et un peu plus tard avec les travaux de la commission centrale, mais ça donne quand même déjà une indication à chaque PO des gens qui seraient peut-être encore bien en disponibilité au niveau du CES en cours d'année scolaire et des emplois vacants qui seraient peut-être encore disponibles. Parce que, de nouveau, pour rappeler que à n'importe quel moment de l'année scolaire, l'obligation de réaffectation PO et à défaut CES s'applique pour tout engagement d'au moins 10 jours ouvrables en cours d'année scolaire. Donc voilà, c'est peut-être une bonne pratique qu'on pourrait mettre en place qui ne demande certainement pas beaucoup de travail puisque les tableaux sont déjà établis pour être transmis à la commission zonale. Donc, en envoyer une copie à chaque PO du CES, ce n'est sûrement pas un gros travail. Et puis, chacun en fait ce qu'il veut par après. Alors, la présidence de l'ORCES va terminer en transmettant certains documents à la CZGE. Et donc, bien évidemment, il doit transmettre les dossiers ELD-NTA pour tous les membres du personnel. Ceux-ci peuvent être classés par ordre alphabétique en dossiers résolus, en dossiers à pourvoir et dossiers particuliers. En cas de contestation, de non-décision, etc., ça peut être une manière de classer les différents documents. Et ne pas oublier de transmettre les fichiers mis en dispo et emploi vacant tels que modifiés par l'ORCES. Ça va, enfin, je veux dire que ce sont les dernières versions qui doivent être envoyées. Bonne pratique, transmettre à l'administration les rapports des réunions. Ce n'est pas repris en tant que tel dans la circulaire, mais ça peut être une bonne pratique de transmettre également les rapports des réunions. Ainsi, s'il y a à un moment donné quelque chose, on peut toujours aller voir. La CZ ou la CC peut aller voir ce qui s'est dit en réunion. Quand on vous transmettra le PowerPoint, on indiquera très clairement les liens vers les différents documents utiles qui existent à ce niveau-là. Donc, bien entendu, on vous l'a dit, la brochure FEDE Disporea qui va certainement être retoilettée, un petit peu mise à jour en vue de la rentrée prochaine. La note FEDE sur la priorité CES, mais ça, elle vient de paraître dans le BI. Alors, concernant la circulaire annuelle d'Isporea, j'en profite justement pour vous dire que j'ai eu un contact ce matin avec le président et le secrétariat de la commission centrale et on s'est bien mis d'accord pour que la circulaire arrive cette année en temps utile, c'est-à-dire avant la fin du mois de juin ou en tout cas avant le début des vacances et plus au mois d'octobre comme l'an dernier. On nous dit qu'il n'y aura quasiment pas de changement. D'abord, il n'y a pas eu de changement dans la réglementation, donc pas vraiment de changement de fond dans la circulaire. Et au niveau des documents, les documents, par quelques changements de date, puisqu'on passe de 22, 23, 23, 24, voilà, à part ça, il ne devrait pas y avoir de gros changements qui pourraient retarder l'apparition de la circulaire ou provoquer aussi la petite colère de nos amis d'Infodidac. Donc voilà, tout sera normalement envoyé dans les temps. La circulaire reconduction, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que j'ai vu une question dans le chat là. Mais oui, il y aura encore une circulaire relative à la demande éventuellement de non-reconduction des réaffectations qui devrait arriver dans la deuxième quinzaine du mois de mai, avec possibilité pour les PO ou pour les membres du personnel de demander avant le 30 mai
une non-reconduction de réaffectation. On sait déjà que la date de la réunion de la commission centrale qui examinera les demandes, ce sera le 22 juin. Voilà, il ne faut pas trop se faire d'illusions avec ces demandes-là. Elles sont quand même, je crois, très rarement acceptées. Il faut vraiment des éléments très, très, très nouveaux. Mais les arguments qui sont invoqués par le membre du personnel et ou par les PO, en général, ne sont pas en mesure de faire changer la commission centrale. Et même nous, représentants des PO, on ne se bat pas énormément parce que ce sont des arguments qui ne peuvent pas être invoqués dans le cadre d'arguments non-reconduction. Bien souvent, ce sont des arguments à titre plutôt disciplinaire. Le membre du personnel est toujours en retard, il est toujours malade, il ne s'implique pas, il ne fait pas ce qu'on lui demande. Et donc, dans ce cas-là, bien souvent, le refrain, c'est de dire, vous avez un statut qui vous permet de mettre fin au contrat sur base de règles statutaires, audition, préavis, etc. Et on ne peut pas faire passer la commission centrale de réaffectation pour faciliter un licenciement d'un membre du personnel. Voilà, pour très simplifier. Donc, au niveau de la non-reconduction. Et alors, je vais quand même, oui, avec une dernière petite phrase, c'est qu'on nous dit, mais dans notre CES, ça se passe bien avec les syndicats. Est-ce que si on travaille avant la rentrée scolaire avec eux, s'ils sont volontaires, est-ce que c'est tout à fait illégal? Illégal, c'est-à-dire que la date officielle de la première réunion de l'ORCES, ce ne sera pas avant le premier jour de l'année scolaire. Si maintenant vous entendez bien avec la délégation syndicale et qu'ils acceptent de déjà venir travailler en bonne collaboration avec vous à partir du 16, 17 ou 20 août, il y a vraiment, ce n'est pas vraiment interdit à ce niveau-là. Ce qu'il y a, c'est que les organisations syndicales nous ont quand même dit qu'ils enverraient un mot d'ordre pour les empêcher. Mais je crois qu'on ne peut pas empêcher des personnes de travailler s'ils ont envie de le faire de façon tout à fait volontaire. Voilà, je pense que ça répondait aux quelques questions du chat. Il n'y en avait pas tellement. Non. Et donc, nous tenons à remercier les directions qui ont participé à la réflexion concernant ce webinaire. Merci beaucoup de vous être déplacés et d'avoir réfléchi avec nous et de vous avoir suggéré toutes les remarques. C'était vraiment très intéressant. Et merci à toutes et toutes pour votre attention.